Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal régional en Rhône-Alpes. Voici les titres. Claudia Priest est de retour en France. Cet humanitaire de Pont-de-Vel dans l'Ain, détenu en Centrafrique pendant 4 jours, vient de retrouver ses proches à la base militaire de Villacoublay. On y sera. Des entremets, des desserts à l'assiette, des pièces artistiques en sucre et en chocolat. La Coupe du Monde de pâtisserie vient de débuter à Lyon au CIRA. Gros plan sur 2 équipes qui participent pour la première fois à cette compétition, les Philippines et l'Algérie. Et puis comme chaque dimanche, on parlera sport avec l'OL qui en battant cet après-midi Metz creuse l'écart en tête du championnat. Avec Jean-Paul Savard tout à l'heure, il sera aussi question de basket, de badminton et de ski. C'est l'événement de cette soirée. Claudia Priest est de retour en France. Son avion s'est posé il y a 3 quarts d'heure sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay, détenu en Centrafrique pendant 4 jours par des miliciens chrétiens anti-Balaka. Cet humanitaire de 67 ans, originaire de Pont-de-Vel dans l'Ain, a été accueilli par sa famille et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Je vous propose d'écouter les premiers mots de Claudia Priest à sa descente d'avion. Bonsoir à tous, j'ai la voix cassée, je suis vraiment désolée. Je voulais remercier le gouvernement français, monsieur le ministre Laurent Fabius, tout le gouvernement français qui a permis ma libération. Il y a beaucoup de cellules qui sont intervenues. Je veux remercier également les entités religieuses de Centrafrique, notamment Monseigneur Nzamba Ilainga, qui est toujours là pour les causes désespérées. Un retour plein d'émotions et sur place on retrouve en direct Camille Gutin. Bonsoir. Alors racontez-nous comment s'est passé ce retour sur le sol français. Quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien ici, beaucoup d'émotions. Claudia Priest est arrivée sur le tarmac affaiblie mais extrêmement souriante. Elle a d'abord été accueillie, vous l'avez dit, par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qu'elle a chaleureusement remercié, puis par sa famille, son mari et son fils qu'elle a très longuement étreint, et enfin ses petits-enfants qui étaient venus nombreux, pour certains émus, pour d'autres même en larmes, une rose blanche à la main. Son mari est d'ailleurs derrière moi en train de répondre aux questions des journalistes. Alors comment cette libération a-t-elle été possible ? Eh bien, il y a eu 2 acteurs clés dans cette libération. D'un côté, le gouvernement français qu'elle a remercié et de l'autre, les autorités religieuses de Centrafrique et notamment l'archevêque de Bangui. Nous l'avons joint hier par téléphone. Il nous a expliqué que les négociations avaient été extrêmement longues, extrêmement houleuses avec les miliciens anti-Balaka. Et ce n'est qu'après plusieurs jours de réunion qu'ils ont finalement compris que ce n'était qu'une humanitaire française, qu'ils ont fini par la libérer. Alors, aucune rançon, aucun échange de prisonniers n'aurait été effectué. Et surtout, après cette prise d'otage, Claudia Priest nous a confié avoir très envie de retourner avec son ONG sur le sol centrafricain. Merci beaucoup Camille. Et la commune de Pont-de-Vel dans l'Ain attend le retour avec impatience. Ce dimanche marque dans beaucoup de villes en France les débuts des commémorations autour du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. À Lyon, 6 enfants ont déposé ce matin 6 lumignons au pied de la statue du veilleur de pierre, place Bellecour, en mémoire des 6 millions de morts dans les camps. Benjamin Orenstein, président de l'amicale des déportés d'Auschwitz-Birkenau, a demandé à ce qu'une bougie supplémentaire soit rajoutée en hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo et de la Porte de Vincennes. Dans son discours, il a poussé un cri d'alerte. Écoutez. À quoi servent des commémorations si c'est pour voir repousser les mêmes germes de haine? À quoi servent ces commémorations si c'est pour entendre à nouveau les purs slogans antisémites hurlés à toute tête par des foules en délire? Il est peut-être déjà trop tard. Mais si ici et maintenant, je n'arrive pas à vous ouvrir les yeux sur la réalité qui font trembler nos démocraties, attendez-vous à des lendemains terribles. Des paroles à méditer. Deuxième jour du CIRA à Lyon, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation n'est pas seulement une grande foire professionnelle autour des métiers de bouche, c'est aussi un lieu de concours où l'on évalue les savoir-faire. La Coupe du Monde de pâtisserie a démarré ce matin, 21 équipes en lice, parmi les premières à passer aujourd'hui, 2 pays invités qui concourent pour la première fois, les Philippines et l'Algérie. Valérie Benet, Laure Croza.
Chaud. On est dans la dernière ligne droite là. Là, le dessert assiette dans 1 heure. On n'a pas le temps de se reposer. Armés de fouets, de poches à douille ou de tronçonneuses, ils sont sur le pied de guerre depuis 6h30 ce matin. Les Algériens en piste pour leur première participation, sous le regard inquiet d'écoles tricolores qui les ont préparés à ce marathon. Jusqu'à présent, ils ont très bien marché. La dégustation apparemment est très bonne. Voilà, donc ils vont prendre un maximum de points de ce côté. Au niveau présentation, j'ai un petit peu peur, mais il reste 2 heures. Donc, Autre petit nouveau dans cette arène internationale de la pâtisserie, les Philippines. C'est un moment historique parce que c'est un pays qui n'a pas la tradition de pâtisserie, mais nous sommes là aujourd'hui. Et moi, je suis tellement émue d'avoir mon pays participé dans un très grand concours. C'est magnifique, vraiment, c'est un rêve de tous les pâtissiers et nous sommes là. Étonner le regard, flatter les papilles des 5 continents. Pour noter les entremets chocolatés, bombes glacées et desserts à l'assiette, un représentant de chaque pays en lice. Le jury est cette année présidé par le capitaine de l'équipe de France, championne en 2013. Déjà, j'imaginais pas être président du concours, donc rien que ça déjà, c'est juste énorme. Mais le fait déjà de goûter, justement, et c'est à travers cette dégustation-là qu'on se rend compte justement des différentes cultures. On a des choses complètement diversifiées et complètement changeantes d'un pays à l'autre. Il y en a un qui va travailler les épices, l'autre va travailler plus les fruits. Il y en a un qui va travailler plus sur l'harmonie juste au chocolat. Enfin, c'est très surprenant. Déclinaison à l'hibiscus d'Afrique des 1001 nuits, variation sucrée sur la guerre des étoiles. Voilà 2 ans, la France s'était imposée sur le thème de la Formule 1. Interdite de concourir cette saison, elle ne sera donc pas sur le podium demain soir. Et c'est le problème de ce genre de concours, on a juste le droit de regarder. Alors avec plus de 185 000 visiteurs et plus de 3200 exposants, le CIRA est tous les 2 ans l'une des plus importantes manifestations organisées dans l'agglomération lyonnaise. En 2013, les retombées économiques pour le territoire avoisinaient les 150 millions d'euros. Ne cherchez pas par exemple de chambre d'hôtel à 30 km à la ronde, il n'y en a pas. Émilie Rousseau, Patrick Perel. Elles ont 4 heures pour préparer 42 chambres. L'établissement est d'ordinaire fermé le week-end, mais aujourd'hui, il affiche complet. Situé à 15 minutes du CIRA, il est entièrement réservé par 2 sociétés présentes sur le salon, des clients que cette hôtelière a réussi à fidéliser. Ils sortent de l'hôtel en nous disant « à dans 2 ans » et nous leur réservons les chambres. Donc on est complet, on va dire que 50% de l'hôtel est déjà complet 2 ans avant le CIRA. Près de 200 000 amateurs de bonne chair à nourrir et à héberger, de quoi redonner le sourire aux professionnels du secteur, mais pas aux restaurateurs. Cette édition leur reste en travers de la gorge, la faute à la Biennale du goût qui raflerait tous les badauds gourmands. On est un peu surpris parce que du coup, hier soir, 10 000 personnes ou 15 000 personnes qui attendaient devant le tunnel de la Croix-Rousse, ça rend un petit peu désert nos affaires qui d'habitude débordent en ces moments-là et qui rendent la ville et le centre-ville un peu plus convivial que d'habitude. Des restaurants désertés comme cette crêperie, ouverte il y a près de 6 mois et qui comptait sur ce mondial de la gastronomie pour gagner de nouveaux clients. Ses propriétaires espèrent rattraper le retard en ouvrant exceptionnellement lundi et mardi. Nous, on fonde les espoirs sur le fait que les hôtels autour soient complets et du coup, on espère pouvoir récupérer un peu de cette clientèle sur nos services du soir. Et puis, peut-être un peu de passage si les gens se baladent puisqu'il y a différents événements. Le CIRA rapporte près de 150 millions d'euros chaque année, mais c'est surtout l'occasion pour la ville de miser sur l'avenir. Pendant 5 jours sur la ville de Lyon, à travers cette thématique de la gastronomie, les gens entendent parler de Lyon et cela donne envie aux gens de venir découvrir la ville a posteriori. Ce soir, il reste encore 5% de chambres disponibles, mais dès demain, impossible de trouver un lit dans Lyon et ses environs. Et demain, ne ratez pas à 19h notre journal en direct du CIRA. Et maintenant qu'on a bien mangé avec la Coupe du Monde de pâtisserie, entre autres, l'heure est venue d'éliminer en faisant un peu de sport avec vous, Jean-Paul Savard. Et on se met tout de suite au football avec l'OL qui creuse l'écart en tête du championnat. Oui, parce que cet après-midi à Gerland, l'Olympique Lyonnais a battu le FC Metz par 2-0, mais c'est une victoire qui va peut-être lui coûter cher, car son buteur, le meilleur de la Ligue 1, Alexandre Lacazette, s'est blessé en première mi-temps. Alexandre Lacazette ne pourra pas jouer contre Monaco la semaine prochaine. Il a été remplacé par le nouveau venu à Lyon, le jeune Maxwell Cornet. Auparavant, Lacazette avait ouvert le score sur penalty. C'est son 21e but de la saison en Ligue 1. Le joueur de Metz responsable du penalty a été expulsé.
Mais à 11 contre 10, eh bien l'OL a dû attendre la fin du match pour conforter sa victoire grâce à un deuxième but marqué par Corentin Tolisso. L'équipe lyonnaise possède désormais 4 points d'avance sur Marseille et 5 sur le PSG qui joue ce soir contre les Verts au stade Geoffroy Guichard. Mais c'est sur la blessure d'Alexandre Lacazette que revient l'entraîneur Hubert Fournier. Il a sans doute une lésion musculaire. On en saura plus dans les prochains jours concernant son indisponibilité. Donc c'est effectivement le petit point noir de l'après-midi. C'est quand même notre leader d'attaque et c'est vrai que c'est avec les deux échéances qui nous attendent, ça serait plus simple avec Alex Lacazette, même si ça va être très compliqué avec ou sans lui. Alors les deux échéances, ce sont Monaco puis le PSG. Le PSG, qui je vous le rappelle, joue ce soir à Geoffroy Guichard contre les Verts. Et si jamais les Verts gagnent, eh bien, ils remontent sur le podium à la place de Paris. Il y aura de l'ambiance à Geoffroy Guichard. Ce week-end ont eu lieu également les 16e de finale de la Coupe de France féminine. Et c'est un carton plein pour les 3 clubs de Rhône-Alpes encore en course. Lyon et Saint-Etienne se sont qualifiés, mais également l'équipe dromoise de Véor-Montalon qui évolue en 2e division. Et nous irons bientôt lui rendre visite. En basket, l'Asvel a battu de justesse Nancy 69-67. Les Villeurbanais sont 9e de Pro A. Mais vous, ce soir, Jean-Paul, vous avez plutôt décidé de vous intéresser à la lanterne rouge de ce championnat. Oui, parce que c'est un club à part dans le paysage du basket professionnel. C'est la JL Bourg. Hélas, rien ne va plus pour la JL qui a changé d'entraîneur dans la semaine et qui hier soir a largement concédé contre Orléans. Sa 14e défaite consécutive, 75-98. À mi-parcours, eh bien, l'équipe burgienne est seule dernière, très nettement distancée par le premier non relégable, malgré l'enthousiasme du public, parce qu'hier, comme toujours à Bourg, eh bien, le match s'est déroulé à guichet fermé. Jean-Luc Tissot appartient depuis toujours à la famille de la JL Bourg. Il en était le directeur sportif. Cette semaine, il en est aussi devenu le nouvel entraîneur, en remplacement et peut-être même à la demande de l'ancien Frédéric Sarr, lui aussi très attaché au club. Car il fallait tenter quelque chose. Mais dans l'immédiat, cela a raté, puisque, une fois de plus, la JL a perdu, et même largement, un peu à cause de cet extraterrestre, l'Américain Darius Darnell, qui a marqué 32 points pour Orléans, à 100% de réussite. Désormais, au classement, il y a le feu à la JL Bourg, mais pas dans les esprits, car ce club est vraiment différent. Il faut absolument nous, en tout cas, on ne soit pas dans l'abattement et qu'on arrive à trouver des solutions où les mecs continuent à travailler la semaine. Et puis après, on va brouiller peut-être les cartes aussi défensivement, travailler d'autres choses, des défenses un peu plus mixées, des zones, des trucs. Enfin, voilà, on va expérimenter peut-être. Dans ce basket professionnel devenu celui des joueurs mercenaires, la JL Bourg avait tenté le pari fou, non pas financier mais sportif, de monter et de jouer en Pro A avec le même groupe solidaire qui avait survolé la Pro B. Oui, mais avant le début de la saison, plusieurs de ces joueurs essentiels, dont le capitaine et meneur Simon Darnozan, se sont blessés et tout s'est écroulé. Forcément, ça a changé les plans, forcément on a dû prendre des pigistes, forcément on a perdu du temps alors qu'on aurait dû en gagner du temps. Bon voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui on n'a pas eu le début de saison qu'on aurait aimé avoir et la confiance avec, quoi, forcément. Mais vous y croyez encore? Tant qu'il y a des matchs à jouer, on y croit, de toute façon. Et ce soir, on voit bien que la salle est pleine à craquer. Même si on entend 2-3 coups de sifflet, on sent bien que les gens ils sont là pour nous aider. Donc on va essayer, nous, sur le terrain, de changer 2-3 trucs avec le nouvel entraîneur et de rien lâcher, voilà, tout simplement. Malgré ses défaites, malgré sa dernière place, la JL Bourg continue de faire salle comble dans cette nouvelle et belle salle de l'Equinox. Tous ces matchs se déroulent à guichet fermé. Peut-être parce qu'il règne dans ce club un esprit différent des autres. C'est un sport dont on parle rarement et pourtant nous avons dans la région, à Oulin, un club de référence en la matière et ce sport, c'est le badminton. Oui, et sachez que le badminton a détrôné le handball en tête des sports scolaires les plus pratiqués. Mais là, c'est du plus haut niveau sportif dont nous vous parlons avec le championnat de France des clubs de première division. Ce week-end, Oulin accueillait le champion en titre et incontestable leader Chambly. Le champion a gagné, mais Oulin, dont les vedettes sont d'abord féminines, a quand même créé une sensation au masculin. Il n'y a que des joueurs du cru à Oulin, maillot noir, nouveau promu en première division. En revanche, le club de Chambly, champion de France en titre, aligne une galaxie de vedettes internationales. C'est un peu le PSG du badminton, ce sport de mixité où en championnat, hommes et dames additionnent leurs points. Contre Chambly, Oulin n'avait pas beaucoup de victoires à attendre et pourtant en double, face à l'une des meilleures paires mondiales. Joris Grosjean et Corentin Didier se sont imposés.
Les garçons qui viennent de gagner. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ce match-là, il est exceptionnel. Franchement, ils sont loin de gagner, loin de pouvoir espérer gagner ce match. C'est énorme. Les hommes ont créé la surprise, mais ce sont les dames et même les jeunes femmes qui depuis quelque temps constituent la force du club d'Oulin, avec notamment Johanna Chamblay, 17 ans, et déjà numéro 4 française. Mais aussi et surtout avec Delphine Lansac et Stécie Guérin, 19 ans chacune, championne de France en double. En double comme en simple, Delphine est un phénomène qui fut championne de France senior il y a 2 ans. Elle a perdu son titre individuel au profit de Sachina Vigvaran, une championne malaisienne naturalisée française. Mais Delphine ne s'en plaint pas. Ça fait quand même 10 ans, je crois, qu'elle vit sur le territoire français, donc c'est assez normal, je m'étais préparée. Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une fille de ce niveau-là. Ça permet de vraiment se motiver à l'entraînement et voilà, pour se surpasser et pour la battre. Dans le top 12 de première division, Oulin ne vise que le maintien, mais la semaine prochaine au championnat de France individuel, Delphine visera contre Sachina la reconquête du titre. Et pour terminer cette page des sports, on chausse les skis. Enfin vous, Jean-Paul, parce que moi je ne sais pas skier. Et moi je ne suis pas un excellent tireur à la carabine, mais ça ne m'empêche pas de vous signaler qu'aujourd'hui en Coupe du Monde de biathlon, la France est classée 3e du relais d'Antols en Italie, remporté par la Norvège. La France était pourtant privée de son leader Martin Fourcade qui se repose, mais elle a pu compter sur les belles performances de 2 biathlètes du Lyonnais. Jean-Guillaume Béatrix, originaire de Saint-Priest, c'est lui le 4e et dernier relayeur. Et puis juste avant lui, en 3e relayeur, il y avait Simon Détieux qui est originaire de Hauteville-l'Homme dans l'Ain et qui s'entraîne au plan d'automne. Alors le département de l'Ain est un fief du biathlon français, mais pas seulement. La preuve, demain et mardi, la station des Monts-Jura organise à l'Elex une manche de la Coupe d'Europe de ski alpin. Solfi Valzecchi et Jean-Éric Guay ont assisté aux préparatifs. Le col de Montoisey est dans la purée de poids, mais ça n'empêche pas les préparatifs de l'épreuve. 120 bénévoles travaillent arrache-pied. Les uns tendent les filets de protection qui borderont la piste de slalom. D'autres installent le podium des remises de médailles. Tout doit être parfait pour accueillir les meilleurs slalomeurs européens, à commencer par le parcours. Notre piste est réputée pour être assez technique, avec énormément de mouvements de terrain. Ensuite, elle est homologuée par la Fédération internationale. Nous avons le dénivelé et nous avons aussi les enneigeurs qui permettent d'avoir de la neige de culture pour être sûr de pouvoir accueillir les équipes de France en entraînement et une Coupe d'Europe. Les 45 cm de poudreuse sur la piste et la promesse de nouvelles chutes de neige pendant le week-end ont rassuré la Fédération internationale de ski. Ce n'est que mardi que les organisateurs ont su que la compétition était maintenue. Un soulagement pour le village, à commencer par les commerçants. Lundi, mardi prochain, normalement en début de semaine c'est très calme. Et là on aura un chiffre d'affaires qui est acquis, quoi. Cette Coupe d'Europe de slalom homme est une première à l'Elex. Toute la vallée se mobilise pour l'événement depuis plus de 2 ans. Chacun ici est convaincu que cette compétition contribuera à la renommée de la station, comme ce fut le cas en 2009 après les championnats de France. Bien que nous soyons qu'une grosse petite station, je dis bien une grosse petite station, ça nous permet de nous faire connaître et la qualité du travail qui a été fait lors de ces différentes compétitions, nationales et internationales, a toujours été reconnue par les organisateurs et les compétiteurs, ce qui est formidable pour la réussite et le renom de notre station. Les organisateurs attendent 2000 spectateurs lundi et mardi pour supporter les meilleurs géantistes du moment, en particulier le français Thomas Fanara. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors sans me dire votre âge, vous pouvez me dire quelle est votre classe ? La 4. La 4. Eh bien moi, écoutez, je fais partie de la première classe. Donc ni l'un ni l'autre, nous n'aurions pu défiler aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône. La vague des conscrits a déferlé dans le centre-ville, la classe en 5 donc, à l'origine de cette grande fête populaire, un défilé militaire. Et oui, Mouloud Aïssou, Édouard Blaise. Une marche militaire pour la vague des conscrits qui, eux, n'ont plus à effectuer de service militaire. Suspendu en 1996, ce devoir national redevient d'actualité. Pour une meilleure cohésion sociale, certains députés souhaitent aujourd'hui son rétablissement. Une idée qui semble trouver un écho dans la vague caladoise. J'y avais passé un bon moment à l'époque, avec un bon moment de fraternité. Et voilà, c'était pas spécialement le côté militaire, il y avait aussi le côté amical. C'est ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ça ne pourrait pas faire de mal. Ce serait peut-être bien, je ne sais pas. Et vous seriez prêt à y aller ? S'il faut y aller pour le pays, on ira, oui. Le défilé est populaire. Plus de 10 000 personnes y assistent chaque année.
Dans la rue nationale, plus de 300 conscrits, mais 0 conscrite. Les femmes, elles, se contentent de siffler. Et alors pourquoi vous ne défilez pas? Parce que c'est la tradition, il n'y a que les hommes qui défilent. Cette année, les classes en 5 sont à la fête. Les anciens sont les plus honorés. Même le pas hésitant, ils tiennent à être là. Et la vedette du jour est sans conteste Dominique Lavirotte, centenaire et encore bon pied bon oeil. Ce que je considère comme principal, comme essentiel dans la fête des conscrits, c'est cette mélange justement de toutes les individualités, de toutes les classes, et ils deviennent vraiment, non plus que camarades, on devient vraiment fraternels. La fête, commencée vendredi soir, ne prendra fin que mercredi, après le 6e banquet. Une question pour terminer. Lyon, ville des Frères Lumière et du premier film de l'histoire, est-elle en train de devenir un lieu de pèlerinage pour les cinéastes du monde entier? Eh bien, il faut croire que oui. Événement hier soir à l'Institut Lumière, 2 stars hollywoodiennes sont venues présenter aux Lyonnais leur dernier film, l'acteur Joaquin Phoenix et le réalisateur Paul Thomas Anderson. Les images sont signées Paul Satis. Joaquin Phoenix et Paul Thomas Anderson sur les lieux mêmes où le cinématographe a été inventé il y a 120 ans. Un instant précieux pour tous les cinéphiles qui ont leurs habitudes rue du premier film à Lyon. Le premier est l'un des acteurs les plus habités d'Hollywood. Gladiator, Heure ou encore La nuit nous appartient, c'est lui. Le second est l'un des cinéastes les plus doués de sa génération. Il a signé notamment Boogie Nights, Magnolia ou encore Punch Drunk Love. En plus d'avoir tourné 2 films ensemble, les 2 hommes ont un autre point commun. Leurs apparitions publiques sont rarissimes, alors le public savoure. C'est toujours exceptionnel quand un auteur de cette nature, qui est réputé quand même un peu secret, un peu sauvage, se déplace. Et quand il est allié à son interprète fétiche, ça rend l'événement encore plus prestigieux. Son cinéma est très personnel et il a une vision très particulière de l'Amérique. Ses histoires, son scénario, sa réalisation qui est vraiment très bonne, très bien rythmée et qui vous rend complètement fou à la fin. Autour de ces 2 monuments du cinéma américain, un service d'ordre comme on n'avait pas vu ici depuis Clint Eastwood en 2009. Pas d'interview évidemment, pas même un petit laïus de Joaquin Phoenix sur le film qu'il est venu présenter en avant-première, Inherent Vice. Merci d'être venu, c'est très gentil d'être ici, je n'en dirai pas plus. Après la ruée vers le pétrole dans There Will Be Blood et les sectes dans The Master, le réalisateur Paul Thomas Anderson dresse avec Inherent Vice un nouveau portrait critique de l'Amérique, celle des années 70, vue à travers les yeux d'un détective privé grand consommateur d'herbe. J'ai voulu raconter l'ambiance psychédélique de ces années-là où la paranoïa était omniprésente, un peu comme si vous receviez une vieille carte postale de Californie, la Californie d'une autre époque. Voilà, ils n'en diront pas plus. Le génie, paraît-il, se passe de commentaires. Après tout, les Frères Lumière n'étaient pas non plus de grands bavards. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Demain midi, vous retrouverez Sylvie Bosquero. Et puis à 19h, c'est Paul Satis qui vous présentera le journal. Un journal